1 an après la mort de mon fils dans un accident, je faisais des courses quand ma fille a chuchoté d'une voix tremblante. « Maman, c'est pas mon grand frère là-bas ?» Mon fils, censé être mort, marchait et riait avec une femme inconnue. Je les ai suivis discrètement. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Samedi matin, les rayons du soleil inondaient chaleureusement le quartier résidentiel de Pasadena, en Californie. Dans la cuisine de la famille Davis, Rachel Davis préparait le petit déjeuner. Graphiste travaillant à domicile, elle s'estimait particulièrement chanceuse du temps qu'elle pouvait passer avec sa famille. « Maman, je veux des pancakes en forme de Mickey aujourd'hui », lança joyeusement Jason, 8 ans, en dévalant les escaliers. Ses cheveux bruns étaient encore en bataille et son pyjama bleu ne parvenait pas à dissimuler son excitation matinale. « Encore Mickey ?» sourit Rachel en se retournant. « Tu as fait la même demande la semaine dernière et celle d'avant. » « Mais les pancakes Mickey sont les plus délicieux du monde entier », déclara Jason d'un ton théâtral, en écartant grand les bras. Dans la salle à manger attenante à la cuisine, son mari, Mark Davis, lisait le journal en buvant son café. Architecte de profession, il chérissait plus que tous ses matinées de week-end paisibles en famille. « Jason, puisque maman travaille si dur, que dirais-tu de pancakes normaux aujourd'hui ?» suggéra Mark à son fils, de derrière son journal. Mais son père fit une grimace déçue. « Et si papa aidait à faire les oreilles de Mickey pour toi ?» intervint Rachel. Mark plia son journal, se leva et enfila un tablier en disant « Très bien, c'est l'heure pour le chef Mark de briller, mais seulement si tu m'aides. » Le visage de Jason s'illumina instantanément. « Oui, je vais mélanger la pâte. » Emma, 6 ans, apparut dans la cuisine, vêtue de son pyjama rose préféré. Moins exubérante que son frère, c'était une enfant observatrice qui écoutait toujours attentivement les conversations familiales. « Bonjour, Emma » dit Rachel en caressant doucement la tête de sa fille. « Frère et sœur préparent encore les pancakes ensemble ce matin. » Emma sourit doucement et s'assit sur sa chaise, regardant son frère. Jason prit le fouet que son père lui tendait et commença à mélanger la pâte avec une expression sérieuse. « Tu te souviens quand tu avais 3 ans et que tu as essayé de faire des pancakes tout seul, en recouvrant la cuisine de farine » dit Mark avec nostalgie. « J'ai vraiment fait ça » demanda Jason en penchant la tête. « Maman a passé toute la journée à nettoyer » rit Rachel en se remémorant ce souvenir. « Mais quand tu as dit « je l'ai fait pour maman », je n'oublierai jamais l'expression sur ton visage. » Le son et l'arôme des pancakes cuisant dans la poêle emplirent la cuisine de chaleur. Mark façonna habilement la forme de Mickey Mouse, et Jason frappa des mains avec enthousiasme. « Maman, regarde. C'est un Mickey parfait. Vraiment magnifique. Papa est un véritable artiste. » Rachel lança un regard reconnaissant à son mari. La famille de 4, assise à la table du petit déjeuner, profita de sa conversation légère habituelle. Jason parla du hamster de l'école, et Emma raconta le livre d'images qu'elle avait lu la veille. Mark et Rachel écoutaient les histoires de leurs enfants, riant parfois ensemble. « Et si on allait au parc aujourd'hui » suggéra Mark. « Il fait beau, et on pourrait continuer à t'entraîner à faire du vélo. »« Oui. Je peux rouler sans les petits trous maintenant » s'exclama Jason en sautillant de joie. « Je viendrai avec ma trottinette » dit Emma tranquillement. « Alors papa et maman pourront se promener en se tenant la main » ajouta Rachel avec un clin d'œil. Cet après-midi-là, les voix joyeuses de la famille Davis résonnaient dans le parc Oakwood du quartier. Jason avait en effet appris à faire du vélo sans petits trous et montrait fièrement ses talents devant sa famille. Emma suivait son frère sur sa trottinette, tandis que Mark et Rachel marchaient main dans la main, les observant. « Maman, papa, regardez-moi » cria Jason en se balançant très haut. « Fais attention de ne pas te blesser » lui lança Rachel, inquiète. « Jason est comme un super-héros » murmura Emma en levant les yeux vers son frère. « Tu es aussi une super-héroïne, Emma » lui sourit gentiment Jason. « Soyons des super-héros ensemble. » Les autres familles présentes dans le parc observaient l'harmonie des Davis avec des sourires chaleureux. Les regards aimants de Mark et Rachel, les rires innocents des enfants, tout racontait l'histoire d'une famille idéale. Sur le chemin du retour ce soir-là, Jason dit à ses parents « C'était la meilleure journée de ma vie. J'aimerais que chaque jour soit comme celui-ci. » Mark et Rachel se regardèrent et sourirent. En effet, c'étaient les jours les plus heureux qu'on puisse imaginer. Le lien qui unissait les 4 membres de la famille était profond. Ils se soutenaient et s'aimaient. C'était un mardi après-midi ordinaire.
Rachel était concentrée sur la création d'un logo pour un nouveau client dans son bureau à domicile. Lorsque l'horloge murale indiqua 15 heures, elle fit une pause et se leva pour se préparer un café. L'école primaire de Jason, Lincoln Elementary, se terminait à 15h15, il devrait donc rentrer plein d'énergie vers 15h30, comme d'habitude. À 15h45, le téléphone sonna. Madame Davis? Ici le service des urgences de l'hôpital général de Pasadena. La tasse de café glissa des mains de Rachel et se brisa sur le sol. Votre fils, Jason Davis, a eu un accident de la circulation et reçoit actuellement des soins ici. Veuillez venir immédiatement. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un véritable cauchemar. Après avoir appelé Mark et laissé Emma chez les Johnson, leurs voisins, le couple se précipita désespérément vers l'hôpital. Les mains de Rachel n'arrêtaient pas de trembler et le visage de Mark était blême. « Ça va aller. Tout va bien se passer », répétait Mark comme pour se convaincre lui-même. Cependant, sa voix tremblait aussi. Lorsqu'ils arrivèrent au service des urgences, un médecin à l'expression grave les accueillit. Le docteur Lee, un médecin âgé de 30 ans d'expérience, n'avait jamais ressenti la douleur d'être médecin plus intensément qu'à ce moment-là. « Monsieur et Madame Davis, veuillez vous asseoir. » La voix du médecin était douce, mais une profonde tristesse habitait son regard. Jason a été heurté par un gros camion à un passage piéton en rentrant de l'école. Quand les ambulanciers sont arrivés, il était inconscient et souffrait de graves blessures à la tête et à la poitrine. Le monde de Rachel s'effondra en un instant. Mark soutint son épaule. « Nous avons procédé à une intervention chirurgicale, mais... » continua le médecin en choisissant ses mots avec soin. « Je suis désolé. » À 16h15, Jason est décédé. À cet instant, un cri déchirant de Rachel résonna dans le couloir de l'hôpital. Mark serra sa femme dans ses bras, pleurant lui-même en silence. Leur monde s'était complètement arrêté. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard à l'église Saint-Matthews de Pasadena. La vue du petit cercueil blanc posé sur l'autel brisa le cœur de tous les participants. Comme pour raconter l'histoire d'une vie de 8 ans, le cercueil semblait bien plus petit que celui d'un adulte. Les camarades de classe de Jason étaient présents en uniforme scolaire, et son enseignante, Madame Anderson, lut l'éloge funèbre en retenant ses larmes. Voisins, collègues de Mark, clients de Rachel, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées, le cœur rempli de souvenirs de Jason. Jason était un enfant qui illuminait toujours la classe, dit Madame Anderson d'une voix tremblante. Nous n'oublierons jamais son sourire et sa gentillesse. Emma était assise entre ses parents, incapable de comprendre pleinement pourquoi son frère ne rentrerait pas à la maison. Pour cette fillette de 6 ans, le concept de la mort était encore vague. « Où est Jason ?» demanda-t-elle à sa mère d'une petite voix. Rachel ne put que serrer sa fille dans ses bras. Elle ne trouvait pas les mots. Après les funérailles, un silence profond s'installa dans la maison des Davis. La chambre de Jason fut laissée telle quelle. Son château en Lego, ses devoirs d'école, ses livres à moitié lus. Tout semblait attendre son retour. Rachel ne parvenait plus à se concentrer sur son travail. Elle s'asseyait devant son ordinateur et fixait l'écran pendant des heures. Elle ne pouvait plus honorer ses rendez-vous avec ses clients, et les projets s'annulaient les uns après les autres. Mark, à l'inverse, se réfugia dans le travail, s'épuisant sur les chantiers. Il essayait de détourner le regard de la réalité à la maison. Les conversations du couple se raréfièrent de jour en jour. Au lieu de se réconforter mutuellement, tous deux étaient si écrasés par leur propre chagrin qu'ils n'avaient plus l'énergie de se soutenir. Les dîners se prenaient le plus souvent en silence, et ils dormaient souvent dans des chambres séparées. Seule Emma leur rappelait parfois leur lien familial. Jason aurait adoré cette glace, n'est-ce pas? Ou s'il était là, on aurait voulu regarder ce film ensemble. De tels mots de leur jeune fille apportaient une petite lueur de chaleur dans les cœurs de Rachel et Mark. Environ 6 mois après l'accident, Rachel décida de consulter une conseillère, le docteur Wilson. Cette conseillère d'âge mûr avait l'expérience d'accompagner de nombreuses familles dans leur deuil. Le deuil n'a pas de fin, dit doucement le docteur Wilson. Cependant, il y a des manières de vivre avec. Votre amour pour Jason continuera pour toujours, mais vous devriez être capable de diriger cet amour aussi vers d'autres personnes importantes. Les séances de conseil se poursuivirent 1 fois par semaine pendant 3 mois. Rachel parvint progressivement à faire face à ses émotions. Mark la rejoignit plus tard, et le couple commença à trouver du temps pour partager leur chagrin ensemble. « Nous sommes toujours une famille », dit Rachel à Mark un soir. « Pour Emma et pour Jason, nous devons continuer à vivre. » Mark prit la main de sa femme. « Tu as raison.
Jason voudrait que nous soyons heureux. Alors qu'une année était sur le point de s'écouler, avec l'arrivée du printemps, de petits signes de changement commencèrent à apparaître dans la famille Davis. Emma se fit de nouvelles amies à l'école et se mit à parler plus joyeusement à la maison. Rachel reprit progressivement le travail et Mark essaya également de passer plus de temps avec sa famille. Un samedi matin, Mark fit une suggestion dans la cuisine. Pourquoi n'essayerions-nous pas de sortir à nouveau tous ensemble? Nous pourrions faire les courses, explorer de nouveaux endroits. Nous devons recommencer à vivre. Les yeux d'Emma pétillèrent. On peut aller faire les courses tous les trois? Rachel hésita. Pendant un an, elle avait évité les sorties en famille. Sortir sans Jason lui semblait rendre son absence encore plus pesante. Cependant, en voyant le visage plein d'attente de sa fille, elle se décida. Oui, samedi prochain, nous irons faire les courses à Whole Foods. Juste nous trois. Youpi, s'écria Emma en applaudissant. À cet instant, une lueur d'espoir brilla dans le cœur de Rachel pour la première fois depuis longtemps. Jason ne reviendrait jamais. Mais la famille restante devait avancer. Le moment était venu de construire un nouveau quotidien avec le souvenir de leur fils bien-aimé dans leur cœur. Samedi, 14 h. Le supermarché Whole Foods de Pasadena fourmillait de clients du week-end. Les trois membres de la famille Davis profitaient de leur première sortie en famille depuis un an. Rachel vérifiait attentivement sa liste de courses tandis que Mark poussait un petit chariot, discutant légèrement avec Emma. « Maman, que penses-tu de ces tomates bio ?» demanda Emma en prenant des tomates d'un rouge vif au rayon des fruits et légumes. La fillette de 6 ans s'intéressait depuis peu à la cuisine et essayait activement d'aider aux courses. « C'est un très bon choix, » répondit Rachel avec un sourire. Jason adorait aussi les tomates fraîches. Pouvoir mentionner naturellement le nom de son fils était un progrès significatif pour Rachel. Auparavant, le simple fait de prononcer son nom à voix haute lui mettait les larmes aux yeux. Mark mit du pain et du lait dans le chariot et dit « Et si on faisait une pizza maison tous ensemble ce soir, pour la première fois depuis longtemps? Emma nous aidera, n'est-ce pas? » « Oui, je suis douée pour mettre le fromage », s'exclama joyeusement Emma. Rachel relut sa liste de courses en savourant ce bonheur ordinaire. C'était un après-midi paisible qu'elle n'aurait pas pu imaginer un an plus tôt. Jason n'était plus là, mais elle avait décidé dans son cœur de créer de nouveaux souvenirs avec la famille qui lui restait. En se dirigeant vers le rayon des surgelés, Emma s'arrêta brusquement. Sa petite main agrippa fermement la jupe de Rachel. « Maman !» La voix d'Emma tremblait. « Ce n'est pas Jason, là-bas ?» Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. En regardant dans la direction indiquée par sa fille, au-delà du rayon des surgelés, elle vit un garçon à la silhouette familière. Cheveux bruns, petite carrure, vêtu d'une veste bleue semblable à celle de Jason. « C'est... » Rachel ravala ses mots. En effet, la posture du garçon ressemblait exactement à celle de Jason, mais c'était impossible. Ça ne pouvait pas être lui. « Tu te trompes, Emma, » murmura Rachel comme pour se convaincre. Cependant, lorsque le garçon se retourna, son monde s'effondra à nouveau. C'était sans aucun doute le visage de Jason. Le garçon était avec une femme qui semblait avoir la petite trentaine. Elle avait les cheveux bruns attachés en queue de cheval, une femme que Rachel n'avait jamais vue. Elle parlait doucement au garçon, et leur relation ressemblait à celle d'une mère et de son fils. « C'est impossible », se répétait Rachel en boucle dans sa tête. Pourtant, la façon de marcher du garçon, son habitude de pencher légèrement la tête vers la gauche, tout était Jason. Mark s'apprêtait à se diriger vers la caisse, mais remarqua que sa femme et sa fille s'étaient arrêtées. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mark se retourna. « Reste avec Emma », ordonna Rachel d'une petite voix. « Je vais juste... »« Maman, c'est bien Jason ?» Emma leva des yeux anxieux vers sa mère. Rachel serra la main de sa fille. « Reste tranquille, Emma. Suis maman. » Le garçon et la femme se déplaçaient lentement dans le magasin, sans se presser. Rachel les suivit en gardant ses distances. Son cœur battait si fort qu'elle se sentait prise de vertige. « Chérie, on achète aussi de la glace », dit doucement la femme au garçon. Le garçon secoua la tête. « Je n'en veux pas aujourd'hui. Je veux rentrer tôt. » Cette voix correspondait parfaitement à celle de Jason dans les souvenirs de Rachel. Cependant, il appelait maintenant cette femme inconnue « maman ». Les jambes de Rachel vacillèrent. Était-ce un cauchemar ou la réalité? L'hallucination d'une mère qui avait perdu son fils un an plus tôt? « Reste près de moi, Emma », instruisit Rachel à sa fille à voix basse. Emma sentit aussi que quelque chose d'inhabituel se passait et resta silencieusement près de sa mère.
Les deux achetèrent un poulet rôti au comptoir traiteur pour le dîner, puis se dirigèrent vers la caisse. Rachel observa tout en maintenant une distance suffisante. La femme se comportait comme une mère de famille ordinaire, et le garçon comme un fils ordinaire. Mais ce fils ordinaire ressemblait trait pour trait au fils que Rachel avait perdu un an plus tôt. Après avoir payé, ils se dirigèrent lentement vers la sortie. Rachel les suivit avec anxiété mais prudence, veillant à ne pas se faire repérer. Sur le parking, ils se dirigèrent vers une Honda Accord bleue. Lorsque la femme ouvrit la portière, le garçon monta sur la banquette arrière. À cet instant, il se retourna et croisa le regard de Rachel. C'étaient bien les yeux de Jason. Pupilles marron, longs cils, et même le petit grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche qu'elle seule connaissait. Jason. Rachel prononça involontairement le nom de son fils. Cependant, le garçon afficha une expression perplexe et se cacha à l'intérieur de la voiture. La femme démarra le moteur sans rien remarquer, et la voiture quitta lentement le parking. Rachel se dépêcha de relever la plaque d'immatriculation. C'était une plaque de Californie. Elle nota le numéro sur son smartphone, les mains tremblantes. « Maman, c'était vraiment Jason ?» demanda Emma en larmes. Rachel serra sa fille dans ses bras. « Je ne sais pas, Emma. Mais nous devons découvrir la vérité. » Marc arriva sur le parking en poussant le chariot. « Que s'est-il passé ? Vous avez l'air toute pâle. » Marc, la voix de Rachel tremblait. « Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Jason était là. Il est vivant. » Marc regarda sa femme avec une expression confuse. « Rachel, qu'est-ce que tu racontes ? Jason est ? Je l'ai vu aussi !» cria Emma à son père. Jason était là, mais il était avec une autre maman. Les trois membres de la famille Davis restèrent figés sur le parking. Dans la main de Rachel était enregistré le numéro de la plaque d'immatriculation de l'Accord bleu. La réalité de la mort de leur fils, qu'ils avaient acceptée pendant un an, était maintenant fondamentalement ébranlée. « Nous devons enquêter », dit Rachel avec détermination. « Si c'était vraiment Jason, je récupérerai mon fils, quel qu'en soit le prix. » Ce soir-là, à la table des Davis, le dîner resta intact. Rachel serrait son smartphone, vérifiant encore et encore le numéro de la plaque. « Rachel, réfléchissons calmement », dit Marc en prenant la main de sa femme. « Ce que tu as vu, c'était peut-être un autre enfant qui ressemblait à Jason. » « Mais Emma l'a vu aussi », rétorqua Rachel. Même le grain de beauté au-dessus de son sourcil correspondait parfaitement. Emma, qui avait écouté en silence la conversation de ses parents, prit soudain la parole. « Maman, pourquoi Jason était avec une autre mère ? Est-ce qu'il nous a oubliés ?» La question innocente de leur fille de 6 ans transperça le cœur de Rachel. Si c'était vraiment Jason, pourquoi son fils était-il avec une femme inconnue ? Et pourquoi était-il censé être mort ? Le lendemain matin, Rachel se rendit dans une agence de détective privée locale. À l'agence Rodriguez, au 2e étage d'un petit immeuble, le détective Mike Rodriguez l'a reçu. C'était un homme d'expérience, devenu détective après 20 ans de service dans la police. Une enquête d'identité à partir d'une plaque d'immatriculation, je vois, dit le détective Rodriguez en prenant des notes. Normalement, cela prend de 3 jours à une semaine. Ne peut-on pas aller plus vite ? La voix de Rachel était pressante. Il s'agit de mon fils. Le détective Rodriguez vit son expression et comprit la gravité de la situation. Je comprends. J'aurai des résultats pour vous d'ici ce soir. Ce soir-là, le détective Rodriguez appela. Madame Davis, les informations d'immatriculation du véhicule ont été trouvées. Le propriétaire est David Thompson. Adresse, 1247 Oak Street, San Francisco. Le cœur de Rachel faillit s'arrêter. David Thompson. C'était le nom de son frère, avec qui elle avait perdu contact depuis 15 ans. J'aimerais vous demander une dernière chose, demanda Rachel d'une voix tremblante. Est-ce que cette personne a un fils d'environ 8 ans ? Laissez-moi vérifier. Veuillez patienter un instant. Quelques minutes plus tard, le détective reprit le téléphone. David Thompson a 38 ans. Sa femme, Lisa Thompson, a 32 ans. Et, continua le détective en choisissant ses mots avec soin, ils ont actuellement un fils de 8 ans nommé Alex. Dans l'esprit de Rachel, les pièces du puzzle commencèrent lentement à s'assembler. Son frère David ? Il y a 15 ans, ils s'étaient violemment disputés aux funérailles de leur père, et il avait dit « Je ne veux plus jamais te revoir », avant de couper les ponts. Ce frère avait un fils du même âge que Jason. Pourriez-vous enquêter un peu plus en détail ? demanda Rachel.
surtout au sujet de ce fils. Le lendemain, le détective Rodriguez rapporta des faits encore plus choquants. Le fils de David Thompson et de sa femme, Alex Thompson, est en réalité décédé dans un accident de la circulation il y a 1 an. C'est également enregistré dans les registres de décès de Californie. La voix du détective était grave. Cependant, étrangement, des témoignages affirment qu'un garçon de 8 ans vit actuellement avec eux. Les mains de Rachel tremblaient. Quand cet accident a-t-il eu lieu? Le 18 avril de l'année dernière. Cela correspondait à 3 jours après l'accident de son fils Jason. C'était comme si le monde s'était renversé. Le fils de son frère, Alex, était mort 3 jours après l'accident de Jason. Et actuellement, son frère et sa femme vivaient avec un autre garçon de 8 ans. Ce garçon était celui qui ressemblait trait pour trait à Jason, qu'elle avait vu au supermarché la veille. Cela signifie, murmura Rachel d'une voix tremblante. Cela signifie, Madame Davis, que nous sommes peut-être face à une situation très grave, dit le détective. Je vous recommande de consulter la police. Cette nuit-là, Rachel raconta tout à Mark. Seule dans le salon, elle organisa et expliqua les informations qu'elle avait recueillies en une journée. Donc, ce que tu dis, dit Mark, le visage blême, c'est que ton frère a enlevé Jason. Il n'y a pas d'autre explication, répondit Rachel en larmes. Le fils de mon frère est mort, et 3 jours avant, Jason était censé être mort. Mais en réalité, Jason est vivant, et mon frère et sa femme l'élèvent. Mark se prit la tête entre les mains. Mais alors, qu'en est-il de la confirmation de décès à l'hôpital? Des funérailles? C'était une mise en scène. La voix de Rachel était pleine de conviction. Mon frère a conspiré avec le personnel de l'hôpital pour simuler la mort de Jason et a incinéré son propre fils, Alex, à la place. Le lendemain matin, Rachel se rendit au poste de police. L'agent Sarah Collins, de la division des enlèvements du FBI, écouta son histoire. Cette agente, à la fin de la trentaine, avait l'expérience de nombreux cas d'enlèvement d'enfants. C'est une affaire très complexe, dit l'agent Collins. Cependant, toutes les preuves sont circonstancielles. Un test ADN sera nécessaire. Comment puis-je récupérer mon fils? Demanda Rachel, désespérée. D'abord, nous devons confirmer si ce garçon est bien votre fils. Je vais coordonner avec la police de San Francisco pour enquêter au domicile du couple Thompson. 2 jours plus tard, le matin fatidique arriva. Le FBI, la police de San Francisco, ainsi que Rachel et Mark se rassemblèrent devant la maison au 1247 Oak Street. La Maison Blanche à 2 étages se fondait dans un quartier résidentiel ordinaire. FBI, nous avons un mandat de perquisition. L'agent Collins sonna à la porte. Quand la porte s'ouvrit, la femme aux cheveux bruns, Lisa Thompson, qu'ils avaient vue au supermarché, apparut. Son visage était blême de peur. « Jason !» cria Rachel en apercevant son fils au fond de la maison. Cependant, le garçon la regarda avec une expression confuse et se cacha derrière Lisa. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il d'une petite voix. À cet instant, le cœur de Rachel se brisa en 1000 morceaux. Son fils ne se souvenait pas de sa véritable mère. David Thompson sortit du salon. Le visage de son frère, qu'elle voyait pour la première fois en 15 ans, était déformé par la culpabilité et le désespoir. « Rachel !» David appela sa sœur d'une voix tremblante. « Nous avons perdu Alex et nous étions désespérés. Nous avons donné de l'amour à Jason. Il était heureux. Rends-le-moi !» cria Rachel en larmes. « Rends-moi mon fils !» Alors que les policiers menottaient David et Lisa, Jason se mit à pleurer, confus. Le garçon ne comprenait pas ce qui se passait alors que les 2 personnes qui avaient été ses parents pendant 1 an étaient emmenées. « Maman, pourquoi tout le monde pleure ?» dit Jason à Rachel. Mais pour lui, maman signifiait Lisa. Rachel tenta de serrer son fils dans ses bras, mais Jason recula de peur. Son fils bien-aimé était en vie, mais il ne la reconnaissait pas comme sa mère. La première semaine après le retour de Jason chez les Davis fut une épreuve continue pour tout le monde. Il avait passé 1 an à vivre sous le nom d'Alex et croyait que Lisa et David étaient ses parents. Même après être revenu dans sa vraie famille, sa confusion mémorielle était sévère et il avait parfois des crises de panique. « Mon nom est Alex ou Jason ?» Chaque fois qu'il posait la question à Rachel avec une expression confuse, le cœur de sa mère se sentait déchiré. La thérapeute familiale, Dr Sarah Chen, menait des séances 3 fois par semaine pour aider Jason à retrouver la mémoire. Cette thérapeute d'origine asiatique, d'âge mûr, était spécialisée dans les traumatismes infantiles et abordait Jason avec une voix douce.
Tu es très confus en ce moment, et c'est tout à fait naturel, expliqua gentiment le docteur Chen. Ton vrai nom est Jason Davis et ces gens sont ta vraie famille. Pendant les séances, Rachel et Mark luttaient contre la distance qu'ils ressentaient avec leur fils. Lorsqu'ils tentaient de forcer la récupération de la mémoire, Jason devenait plus confus et pleurait parfois. « Je veux voir maman Lisa ». Le tournant eut lieu 3 semaines après le retour de Jason à la maison. Alors que Rachel nettoyait la chambre de son fils, elle trouva une vieille boîte de Lego sous le lit. C'était le coffret du château que Jason construisait avec passion avant l'accident. « Qu'est-ce que c'est ?» Jason regarda la boîte avec intérêt. « Ce sont les Lego que tu adorais, » répondit Rachel avec précaution. « Depuis que tu as 3 ans, tu as toujours été doué pour construire des châteaux. » Jason commença à toucher les pièces de Lego de ses petites mains. Puis, comme si son corps s'en souvenait naturellement, il commença à assembler les fondations du château. « Je me souviens de ce château, » murmura-t-il soudainement. Il avait un toit rouge et une grande porte. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. « Oui, tu avais aussi fait un drapeau bleu. Tu disais que c'était le château du roi. » À cet instant, une faible lueur de mémoire revint dans les yeux de Jason. « Maman » appela-t-il Rachel pour la première fois. « Je me souviens un peu de toi. » Quelques jours plus tard, un changement se produisit également dans sa relation avec Emma. Sa sœur avait patiemment passé du temps avec lui malgré sa confusion mémorielle. « Lisons ce livre d'images ensemble », suggéra Emma. On le lisait ensemble avant. Jason fut d'abord confus, mais rassuré par la voix douce d'Emma, il commença à tourner les pages avec elle. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, on pouvait voir son expression s'adoucir. « Je crois que j'aimais bien cette histoire », sourit légèrement Jason. 6 mois plus tard, le procès de David et Lisa Thompson eut lieu à la Cour supérieure de Californie. La salle d'audience était remplie de sympathisants des deux familles. Lorsque David monta à la barre des témoins, ses yeux trahissaient un profond regret. « Quand nous avons perdu notre fils, Alex, nous avons perdu la raison », témoigna-t-il d'une voix tremblante. Nous pensions qu'en élevant Jason, nous pourrions accepter la mort de notre fils. Nous avions tort, mais nous l'avons aimé. Lisa témoigna également en larmes. Nous croyons que c'est l'amour, et non le sang, qui fait une famille, mais personne n'a le droit de prendre un enfant à sa vraie famille. Le jour du verdict, le juge condamna David et Lisa à 15 ans de prison pour enlèvement. En quittant la salle d'audience, Rachel eut une dernière conversation avec son frère David. « Je pourrais peut-être pardonner, mais je n'oublierai jamais, » dit-elle doucement. « Mais je reconnais que vous avez donné de l'amour à Jason. » David s'inclina profondément devant sa sœur. « Rendez-le heureux. C'est notre seul souhait. » 1 an plus tard, la famille Davis avait complètement retrouvé une vie normale. La mémoire de Jason était entièrement revenue et il était redevenu le garçon actif et brillant qu'il était autrefois. Cependant, cette expérience avait apporté d'importantes leçons à toute la famille. Une famille, dit Jason avec une expression sérieuse lors d'un dîner un soir, ce sont des gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Emma prit la main de son frère. Nous sommes à nouveau une famille complète. Rachel et Mark sourirent en regardant leurs enfants. Ils avaient appris de première main que non seulement les liens du sang, mais aussi les choix quotidiens et le dévouement créent de véritables liens familiaux. La famille qui avait surmonté ces épreuves était unie par des liens plus forts et plus profonds qu'auparavant.